Eh bien, bienvenue, bonjour à tous. Très heureux de vous accueillir pour ce webinaire dédié à l'audit énergétique des bâtiments pour les établissements sanitaires et médico-sociaux. Romain se présentera tout à l'heure. Je te remercie d'ailleurs, Romain, au passage pour ton engagement, ton application dans la préparation de ce webinaire. L'objectif de cette séquence est de faire connaître cet outil d'aide à la décision, dans pas mal de cas, les premières actions d'économie d'énergie, avant de les mener, c'est déjà de bien connaître son patrimoine et ses consommations, on le verra. Et les audits énergétiques sont des outils qui peuvent aider effectivement à mieux connaître son bâti et pouvoir dégager des pistes de travaux. On a pu constater que certains établissements avaient fait réaliser des audits qui ont servi ou pas, ou peu, ou des audits qui n'étaient pas toujours réalisés de façon qualitative ou en respect du cahier des charges qui avait été rédigé. On souhaitait avec Romain vous présenter l'outil. Enfin, c'est Romain qui va le faire, cet outil-là, l'audit énergétique. Et à quel moment on peut déclencher cet audit et puis les points de vigilance, recommandations pour que cette étude réponde le plus possible à vos besoins. Et puis, j'interviendrai de mon côté sur la partie identification des professionnels et les coûts de ces études. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est aussi de faire connaître le programme RISET pour les établissements qui ne connaissent pas encore ce programme régional. Au niveau des infos pratiques, donc le webinaire est enregistré. Vous aurez bien entendu accès au replay et puis à la présentation de Romain d'ici quelques jours, tant qu'on mette tout ça en ligne sur notre site internet. Un questionnaire de satisfaction sera aussi transmis. Votre caméra, micro sont coupés par défaut. On est en mode webinaire sur Zoom, donc n'hésitez pas à utiliser le chat. Et puis, vous pouvez aussi vous renommer au niveau du chat pour mieux identifier votre nom, prénom, structure, notamment quand vous allez poser des questions ou quand on pourra effectivement rebalayer vos réactions, vos questions sur le temps dédié en fin de webinaire. Pour le programme RISET, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, on est sur un programme régional dédié à l'efficacité énergétique, aux énergies renouvelables, au confort et qualité de l'air intérieur, donc pour les établissements de santé et médico-sociaux, donc les 1200 de Bourgogne-Franche-Comté. C'est un programme donc d'information et d'accompagnement. On a développé dans le cadre de ce programme plusieurs actions. Donc les webinaires comme celui d'aujourd'hui, donc on est dans le volet information. Nous avons aussi prévu pour les établissements de la région le 14 juin, pour ceux qui n'ont pas encore reçu l'information, une journée régionale aux Hospices de Beaune, une première rencontre des établissements de santé et médico-sociaux sur le thème de la transition énergétique, comment réussir ensemble la transition énergétique. Donc je vous invite à me contacter si vous n'avez pas reçu l'information, pour que je puisse vous transmettre le programme et les modalités pour vous inscrire. Donc, on a un volet aussi de conseils, de formation qu'on commence à concevoir pour faire monter en compétences les référents au sein des structures médico-sociales et hospitalières. On accompagne plus particulièrement des missions de conseil renforcées d'accompagnement des structures en Bourgogne-Franche-Comté. On met en place aussi des outils de pilotage suivi énergétique et puis des observatoires de consommation et dépenses d'eau et d'énergie à l'échelle régionale notamment. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas tous les citer. Et puis, on coordonne un nouveau réseau de conseillers transition énergétique et écologique en santé dans le cadre d'un AMI national qui a été piloté par l'ANAP. Et Romain fait partie d'ailleurs de ce nouveau réseau de conseillers transition énergétique et écologique en santé. Il y a actuellement 6 ou 7 postes en Bourgogne-Franche-Comté. Moi, je travaille au Pôle Énergie Bourgogne-Franche-Comté. C'est un centre de ressources régionales de la construction et rénovation durable pour justement accompagner les professionnels du bâtiment sur des nouvelles thématiques, notamment le réemploi dans le bâtiment, le matériau biosourcé. Donc, on a un certain nombre de formations qui sont proposées et de la mise en réseau de professionnels. Donc, vous aurez toutes les infos en allant sur notre site. Nos partenaires
donc sont l'ARS, l'ADEME, la Banque des Territoires, donc c'est eux qui sont à l'initiative du programme. Et puis, donc, avec cette nouvelle mission de coordination du réseau de conseillers, on a la CNSA et la NAP en partenaire. Vous pouvez devenir membre du réseau Reset, je vous invite vivement à le faire puisqu'on publie régulièrement de l'info et puis ça vous permet aussi d'échanger entre établissements. Donc vous pouvez, le diapo vous sera adressé, hein, vous pouvez devenir membre du réseau Reset, je vous enverrai le lien aussi dans le chat. Et puis vous pouvez aussi revoir nos précédents webinaires qu'on organise depuis 2021 pour destination des établissements. Donc vous voyez les différentes thématiques, mise en place d'une chaufferie bois, du photovoltaïque, des webinaires sur le décret tertiaire, et puis plus récemment sur les certificats d'économie d'énergie. Donc voilà, vous pouvez, en cliquant, je vous enverrai le lien aussi, sur la chaîne YouTube Reset, revoir ces webinaires. Je vais pas être plus long, je vais laisser la parole à Romain, qui va intervenir pendant à peu près une petite heure, et puis ensuite on passera un temps de questions-réponses. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis Romain, je te laisse la main. Ça marche. Merci David et bonjour à tous. Je vais partager. David, est-ce qu'on voit bien? Est-ce que, ou dans le chat, est-ce que vous pouvez me dire Ouais, si c'est tout bon. c'est bon le partage? J'avais mon Parfait. micro coupé. C'est tout bon, ouais. Parfait. Pardon. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, Romain Maglione, je suis conseiller en transition énergétique et écologique en santé pour le groupement de coopération sanitaire du Chalonnais. Je suis arrivé il y a un petit peu moins d'un an maintenant, une dizaine de mois. Et puis auparavant, je faisais donc des audits énergétiques dans un bureau d'études et maîtrise d'œuvre. Pendant une dizaine d'années, j'ai fait donc essentiellement des diagnostics énergétiques. Alors pour des soucis pratiques, je vais couper ma vidéo pour éviter que vous ayez des coupures de son, vu que la connexion n'est pas forcément parfaite. Et puis on va pouvoir démarrer. Donc l'idée, c'est de parcourir un peu le contexte dans lequel peut se réaliser un audit énergétique, les avantages, intérêts, les points de vigilance à avoir, et puis le contenu ou ce qui peut être demandé éventuellement aussi en plus par rapport à un diagnostic un petit peu classique. Donc tout d'abord dans le contexte un petit peu réglementaire, donc le premier point qui avait été lancé maintenant il y a déjà un petit moment, et en général les personnes concernées, la plupart en tout cas, étaient bien au fait de ça. Donc c'est l'audit énergétique des grandes entreprises qui est obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés, ou s'il y a un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros et un bilan de plus de 43 millions d'euros. L'audit énergétique, dans ce cas-là, doit couvrir d'ailleurs 80% de la facture énergétique de ces entreprises-là. Donc l'audit est basé sur une norme, etc., donc qui est très codifiée. Et puis, il doit être renouvelé tous les 4 ans. Donc la dernière échéance, c'était 2019. Donc là, il y a une échéance pour 2023. Donc je pense que ces personnes-là sont bien dedans. Et puis, il y a une exemption pour ces entreprises, si vous êtes concerné, quand vous avez une certification ISO 50001. Donc, c'est la certification management de l'énergie. Ensuite, pour tous les autres bâtiments tertiaires, il n'y a pas forcément d'obligation sur la réalisation d'un audit énergétique. Par contre, ce qui est sorti, je pense pareil que la plupart, vous êtes bien au fait de ça, donc je vais faire un rappel très rapide dessus. Donc c'est plutôt lié au décret tertiaire, avec en objectif d'atteindre moins 60% de consommation énergétique d'ici 2050, ou d'avoir une consommation inférieure à une référence en valeur absolue. Donc en fait, c'est une consommation ramenée au mètre carré pour le bâtiment, et c'est basé sur des valeurs qui sont proches en fait des établissements neufs, avec un petit peu des coefficients un petit peu de correction. Mais du coup, des objectifs qui sont quand même assez importants pour les établissements en général, même si c'est très variable en fonction des établissements. Sur ces objectifs-là, donc il y a plusieurs modulations possibles par rapport à ces pourcentages. Donc le premier, c'est une modulation en cas de changement d'activité ou de volume d'activité. Donc ça, c'est plutôt le maître d'ouvrage qui est bien au fait de son activité et de l'évolution de son activité. Et c'est plutôt le maître d'ouvrage qui le remplit.
Mais en fait, cette modulation-là, elle a peu d'impact sur l'objectif réel, puisqu'en fait, cette modulation va faire augmenter plus ou moins en fonction du volume d'activité. Si on divise par 2, ben on divise par 2 l'objectif. Mais en général, dans les établissements, c'est plutôt géré. Donc, si on utilise 2 fois moins, enfin, on a 2 fois moins d'activité, en général, on chauffe 2 fois moins de bâtiments, etc. Donc, c'est assez proportionnel. Donc, ça impacte peu l'objectif final. Et puis, par contre, il y a d'autres moyens, enfin, d'autres points qui peuvent permettre de moduler les objectifs. Donc, c'est en cas de contraintes techniques ou architecturales ou un coût des actions qui est disproportionné. Donc, si on est par exemple sur un bâtiment classé et qu'on ne peut pas faire d'isolation extérieure, etc., voilà, toutes les contraintes qu'il peut y avoir. Et pour cela, il faut rédiger un dossier technique qui va présenter toutes les contraintes sur les qu'on rencontre. Et pour ce faire, ce dossier technique, il doit être réalisé, donc ça c'est écrit dans le décret qu'il donne, donc c'est soit par des architectes, des bureaux d'études, prestataires externes ou internes, qui soient compétents pour réaliser l'étude énergétique. Donc là, ce qu'on appelle compétent, donc c'est défini aussi pareil dans un arrêté de 2014 qui définit qui est compétent pour le faire. En sachant donc pour avoir les compétences, ça nécessite de pouvoir estimer les travaux, pouvoir dire si on peut les réaliser ou non techniquement, s'il y a des contraintes, etc. D'estimer en face les économies que ces préconisations et ces travaux-là pourraient engendrer pour pouvoir moduler en fonction de ces économies les objectifs finaux. Ensuite, donc en non réglementaire, ce que l'audit énergétique pourrait aussi permettre d'apporter, ce qui est aussi la base, donc c'est de limiter l'impact des charges énergétiques. Alors l'audit, bien sûr, ne le fait pas directement, mais via les actions qui sont préconisées, qui vont être plus ou moins coûteuses, ça va permettre ensuite de réduire les charges énergétiques de l'établissement ou des bâtiments. En sachant que plutôt ce qui est constaté, c'est que ça permet pas forcément de réduire les charges, mais ça évite surtout qu'elles explosent. Alors sur des hivers comme on a pu l'avoir là cette année et dans ce contexte, ça n'aurait pas permis de complètement limiter la hausse, mais ça permet quand même d'éviter d'être trop soumis et trop dépendant de ces variations de prix et des charges énergétiques. L'objectif aussi quand même premier, c'est de réduire son impact environnemental. Malheureusement, parfois, la partie charge énergétique et impact environnemental ne sont pas forcément corrélés, puisqu'il y a des choses qui peuvent être plus intéressantes d'un point de vue financier que écologiquement. Et puis, donc, comme je l'ai dit, pas forcément d'obligation de réaliser l'audit ou un diagnostic énergétique. Pour le périmètre à auditer, donc ça, comme je l'ai dit précédemment, sur les grandes entreprises, donc là, il y a normalement 80% qui doit être pris en compte. Ce qui semble intéressant dans le contexte actuel, si vous réalisez un audit énergétique, c'est de prendre en compte tout le même périmètre que le décret tertiaire, donc toutes les factures énergétiques. Et puis, de toute manière, dans les audits énergétiques classiques, il y a donc tous les usages qui sont listés ici. Je ne vais pas forcément les redétailler, ce n'est pas le plus intéressant. Par contre, bien faire attention à intégrer tous les équipements qui peuvent être consommateurs, comme les blanchisseries, la restauration, les appareillages, qui peuvent avoir un impact important, qui ne sont pas à négliger. Et puis, comme l'a dit déjà un petit peu David, donc l'audit énergétique, c'est un outil d'aide à la décision. Donc, il ne va pas vous permettre de… alors, en fonction des préconisations, il y a des préconisations qui vont être sur des réglages, etc. Donc, ça, en général, ça peut être fait assez facilement et les déclencher avec l'exploitant ou les services techniques en interne. Et après, il peut y avoir des petites préconisations, petits travaux qui peuvent soit être faits en interne, soit directement avec des entreprises. Mais sur les plus gros travaux, et en général, ce sont ceux-là qui font faire les plus grosses économies d'énergie, ça va nécessiter de compléter l'audit énergétique par des maîtrises d'œuvre ou des études de faisabilité, etc. Un des avantages aussi de réaliser un audit énergétique, c'est que ça permet aussi d'être prêt pour le futur. Donc, c'est-à-dire que même sur un bâtiment où on n'a pas forcément d'investissement à faire dans les années qui suivent, ça peut être intéressant d'avoir quand même le diagnostic, comme l'a dit David, de connaître l'état des lieux de ces consommations, de ces répartitions de consommation, de ces points qui sont très consommateurs,
pour pouvoir agir si on a, par exemple, des augmentations de subventions à un moment donné ou qui peuvent venir après de différentes personnes, subventions ou d'aides. Si aussi on a des augmentations de charges énergétiques, quelque chose qui n'était pas intéressant, ça permet de peut-être que ça devienne intéressant au bout d'un moment, de faire ces travaux, ces préconisations, et donc de pouvoir les déclencher plus rapidement que s'il faut relancer tout le processus, etc. D'avoir une vision, une direction de l'évolution de son patrimoine et de ses bâtiments. Donc ça, pareil, c'est intéressant quand on fait des plans pluriannuels d'investissement ou choses comme ça, d'avoir ce dont on doit, ce qu'on doit réaliser pour les bâtiments pour atteindre et réduire leur impact énergétique. De réaliser des économies d'énergie, bien sûr, et de réduire l'impact, comme je l'avais dit, environnemental. Sur le timing pour le faire, donc ça, c'est des questions qui sont bien sûr qui dépendent du contexte de chacun. Ça dépend aussi beaucoup de l'échelle de chaque personne qui est concernée pour la réalisation d'audit énergétique. Si on n'a qu'un bâtiment ou un nombre réduit de bâtiments, ça peut être intéressant quand même de faire l'audit énergétique en même temps sur tous les bâtiments pour avoir la vision globale, et notamment en termes d'investissement, pour pouvoir l'appliquer sur tous. Lorsqu'on a un patrimoine qui est beaucoup plus important, mais dont on n'est pas soumis, par exemple, quand même à l'audit énergétique des grandes entreprises, il est possible de peut-être partir un peu sur le même principe que sur les grandes entreprises, avec potentiellement un échantillonnage. J'y reviendrai un petit peu plus loin. Et puis, de manière un peu plus générale, si on a des travaux lourds envisagés sur un bâtiment ou sur un site, c'est intéressant de faire l'audit énergétique pour avoir l'état des lieux et pouvoir orienter un petit peu les préconisations qu'on va mettre en place derrière. Si on a de l'inconfort ou des pathologies dans un bâtiment identique, ça peut aussi être intéressant. Comme ça, on peut profiter des préconisations de l'audit énergétique pour améliorer en même temps le confort et résoudre des problématiques. Ça permet de mutualiser un peu les investissements et que ça devienne un peu plus intéressant et rentable. Si on a aussi des consommations importantes sur un des bâtiments ou un site, et pareil, en général, c'est qu'il y a un gisement d'économie qui est important. Donc, ça peut être intéressant de faire l'audit énergétique dans ce cas-là pour avoir des préconisations qui seront normalement assez intéressantes. Et puis, comme je l'ai dit, pour avoir une vision complète de son patrimoine, pouvoir faire des plans pluriannuels de travaux d'investissement. Donc là, c'est indispensable d'avoir une vision globale de son patrimoine. Je voulais passer aussi rapidement un peu sur l'exemple de nous, ce qu'on a fait. Alors, notre patrimoine reste pas. On a une quinzaine de sites différents avec parfois un peu plusieurs bâtiments. Donc, dans le principe, c'est ce que vous voyez sur la droite. On a visité avec mon collègue tous les établissements, tous les bâtiments, et puis on a fait une petite cotation en termes de vétusté et de performance des bâtiments. Donc, c'est-à-dire que plus, rapidement, dans le graphique, plus on est sur la droite et en haut, plus le bâtiment est vieillissant et peu performant. Et puis la taille, c'est la surface du bâtiment. Donc l'idée, c'était de faire l'audit énergétique en interne sur l'ensemble des bâtiments et donc de les prioriser en gros à la liste et de les prendre un par un pour essayer de donner les éléments le plus rapidement aux endroits où il y a le plus gros potentiel. Et puis, ce qu'il est aussi possible de faire, ça c'est un exemple parmi d'autres, c'est de faire un bilan un bilan fonctionnel sur les bâtiments pour voir s'il y a potentiellement des endroits où l'usage qu'on fait des bâtiments n'est peut-être pas optimum. Ça peut être le moment aussi de se poser la question de l'usage et puis du coup de faire l'audit énergétique et de coupler tout ça. Si dans un site, on fait aussi beaucoup de diagnostics techniques ou thermiques qui ont déjà montré des faiblesses, ça peut être aussi intéressant de compléter par un audit. Quand on a aussi, qui peut être significatif, quand on a des coûts d'exploitation et de maintenance travaux budget qui est assez élevé sur des sites, en général, pareil, ça montre qu'il y a un vieillissement de ce site ou de ce bâtiment. Donc, pareil, ça peut être intéressant de le faire dans ce cas-là. Et puis, comme je l'ai dit, si on a des consommations énergétiques qui sont importantes. L'idée maintenant, c'est de parcourir un peu le déroulé de l'audit énergétique. Alors, je ne vais pas détailler, bien sûr, en détail la mission, mais c'est plus pour pouvoir faire ressortir les points de vigilance et qui, à mon sens, sont importants dans la mission et sur lesquels il faut être vigilant pour que ce soit bien fait par le prestataire
et de le suivre. Alors très rapidement, il y a une première prise de contact qui est intéressante parce que ça va permettre de présenter tous les interlocuteurs, de présenter le contexte dans lequel va se dérouler la mission. Je vais passer un petit peu rapidement là-dessus. Ensuite, il y a un point qui est très très important, donc c'est la collecte des données. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'auditeur réalise la mission d'audit énergétique, c'est impossible d'aller vérifier et contrôler tous les équipements, toutes les parois et toutes les données, toutes les hypothèses en fait, du bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments. Et tout l'enjeu de l'audit énergétique, ça va être que l'auditeur réussisse à comprendre, à bien comprendre 90% du fonctionnement de l'établissement, pour que dans la simulation, la simulation reflète la réalité et que les préconisations puissent être faites sur une simulation qui soit cohérente et avec des gains derrière qui soient aussi cohérents. Et pour ce faire, l'auditeur, en fait, s'il n'a pas toutes les informations, on va quand même pouvoir faire des choses. Il y aura des hypothèses. Et s'il y a trop d'hypothèses, et notamment sur des points qui sont très importants, eh ben, ça va dégrader un peu la qualité de l'audit énergétique et donc des préconisations que vous pourrez avoir au final. Et donc, ces collectes de données, c'est un travail qui peut être fait même, en tout cas partiellement, avant même de lancer la mission d'audit énergétique. Si vous avez un seul bâtiment, ça, en général, on arrive assez facilement à récupérer les informations. Par contre, si vous commencez à avoir beaucoup de bâtiments ou de sites à gérer et à auditer, là, ça demande quand même un temps à prévoir qui est assez important. Donc, ça peut être intéressant de le commencer avant ou quand on lance la consultation pour déjà avoir quand même pas mal d'éléments. Donc, un petit listing très rapide parce que si jamais justement vous voulez regarder avant de lancer la mission. Donc, ce qui est très bien, c'est d'avoir le maximum de plans en fait pour pouvoir après simuler le bâtiment. Donc, les plans de masse, de niveau, de coupe, façade, etc. Les factures d'énergie, d'eau et de sous-comptage au minimum des 3 dernières années. Sachant que pour moi, on verra un peu plus loin, mais l'audit énergétique, s'il est fait actuellement, c'est intéressant de le coupler et qui corresponde au maximum au décret tertiaire. Donc, c'est potentiellement au moins l'année de référence que vous avez sélectionnée sur la plateforme aussi. Et puis, pourquoi pas, si vous voulez aussi comparer, contrôler l'année de référence que vous avez sélectionnée, en fait, l'ensemble des informations que vous avez dû récupérer ou que vous avez récupérées pour renseigner la plateforme opérate. Les contrats d'exploitation, toutes les études, donc diagnostic amiante, les DPE, les audits structurels ou énergétiques qui auraient pu être faits, et puis toutes les informations contextuelles sur le bâtiment, donc les travaux réalisés, envisagés, les problématiques qui peut y avoir dans tel ou tel bâtiment. Donc ça, de toute façon, l'auditeur redemandera bien sûr tous ces éléments-là. Et puis parfois, donc, il y a une flèche qui revient parce qu'il peut y avoir même de redemander d'autres documents en fonction des visites ou des échanges qu'il peut y avoir après, parce qu'il manque certains points. Ensuite, ce qui est aussi à mes yeux indispensable et très important, c'est de réaliser une réunion de lancement, au moins une, je vais détailler un peu après. C'est pas forcément systématiquement intégré. Cette réunion de lancement, elle est intégrée dans le cahier des charges ADEME notamment, mais pour moi c'est indispensable parce que ça va vraiment permettre à l'auditeur de faire un premier échange avec la maîtrise d'ouvrage. Et pour moi, il faut qu'il y ait la direction qui soit là où les directions qui soient incluses dans cette réunion de lancement, parce que ça permet d'avoir les éléments, d'échanger sur les éléments de contexte, et qui va permettre ensuite, en fait, à l'auditeur de préconiser des choses qui soient le plus utiles possible à l'établissement, parce que c'est comme l'a dit David tout à l'heure, il y a régulièrement des audits énergétiques qui ne sont pas forcément utilisés derrière parce qu'il y a eu un manque de transmission et qui arrive aussi parfois des préconisations qui ne correspondent pas forcément à ce qu'attendait la maîtrise d'ouvrage. Et du coup, ça se termine dans un tiroir et puis ce n'est pas du tout l'utilité, surtout que c'est un coût quand même non négligeable à la base. Donc, cette réunion de lancement qui est très importante, elle peut, s'il y a plusieurs journées de visite de prévues, elle peut être envisagée lors de la première journée de visite. S'il n'y a qu'une seule journée de visite,
Il faut de préférence la prévoir avant, puisque ça peut un peu orienter parfois des points à voir en visite et autres. Donc quand on fait tout à la suite, parfois c'est un peu plus délicat. Et ensuite, donc, il y a la visite des bâtiments. Donc là, pareil, ça demande du travail et du temps d'une personne qui connaît le mieux possible en fait les installations, les bâtiments, les installations techniques. Donc ça, c'est vraiment indispensable qu'il y ait quelqu'un qui accompagne partout, avec les accès partout, enfin la quasi-intégralité. Et puis donc là, il faut prévoir la visite des chaufferies, des sous-stations, des CTA, de tous les équipements, de l'ensemble des parois, donc les toitures, vides sanitaires, façades, en sachant qu'il n'y a pas forcément besoin de visiter, on se met dans un cas où on a un établissement, un site qui a une dizaine de bâtiments qui sont tous identiques et faits à la même époque et qui n'ont pas eu de travaux différents. Donc là, il n'y a pas forcément besoin d'aller visiter les toitures, vides sanitaires, façades des 10 bâtiments, puisqu'en fait, vous avez la même chose. Donc ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes de récupérer avant, lors de la consultation. Parce que si vous donnez des éléments comme ça, où vous avez des bâtiments qui sont similaires au bureau d'études ou architecte, dans son estimation, dans son chiffrage, il peut prévoir de réduire les temps de visite, par exemple, parce que vous avez des choses similaires, ou au contraire, bien intégrer qu'il va falloir tout visiter si c'est tout différent. De visiter aussi tous les locaux représentatifs de l'activité. Donc, dès qu'il y a une activité un petit peu différente, là on voit un petit exemple avec restaurant, bureau, laboratoire, et d'aller visiter un petit peu tous les espaces. Si vous êtes par exemple dans un EHPAD, par contre, qui a une centaine de chambres, ça ne sert à rien d'aller visiter 50 chambres dans l'établissement. C'est d'avoir un peu tous les principes de fonctionnement et de réglage de chauffage dans tous les locaux différents. Et puis les pathologies dans le bâtiment. Je ne l'ai pas dit peut-être rapidement. Ça peut être intéressant aussi dans la consultation si vous avez déjà des éléments comme ici très synthétiques, mais d'usage sur les plans des bâtiments, de les joindre à la consultation ou dans les documents de recollement pour justement faciliter un peu à l'auditeur le repérage des usages. Il y a un peu la même chose aussi. Alors, c'est rarement fait, enfin rarement disponible, mais ça peut aussi être fait auparavant. Pour aussi améliorer le rendu de l'audit énergétique, c'est d'avoir les mêmes repérages que ça, mais sur la distribution de chauffage ou aérolique, donc de renouvellement d'air. Et puis pour la visite aussi, alors c'est non exhaustif, vous verrez d'autres choses, mais c'est les points pour moi vraiment essentiels. C'est donc aussi tous les réglages chauffage, refroidissement, les consignes de température. Il peut être intéressant de prévoir un point avec l'exploitant, notamment s'il y a des difficultés à gérer parfois certains appareils, ou de prévoir un point téléphonique entre l'auditeur et l'exploitant, et puis voir tous les équipements extérieurs et intérieurs qui soient gros consommateurs. Pour l'analyse ensuite de la part du bureau d'études, donc là en général c'est un peu flou et puis un petit peu plein d'informations et de données différentes qui peuvent arriver. Donc, il y a 3 méthodes de calcul assez différentes, mais en général qui représentent la très grande majorité de ce qui peut être proposé. Donc, il y a une première méthode qui est dite réglementaire, THCEX, donc qui est déconseillée pour la réalisation d'audits énergétiques. D'ailleurs, dans le cahier des charges ADEME, c'est bien précisé que cette méthode, elle ne peut pas être unique, enfin, on ne peut pas utiliser uniquement cette méthode pour réaliser l'audit énergétique. En fait, elle est basée sur la réglementation thermique des bâtiments existants, donc de 2005, qui a été un petit peu révisée, mais qui est assez ancienne. Et en fait, son seul but, ça va être de pouvoir comparer un bâtiment par rapport à des références ou de comparer des bâtiments, vraiment la performance du bâtiment entre eux. Mais par contre, elle ne permet pas en fait d'estimer et de modéliser la réalité du terrain et donc de proposer des préconisations qui soient le mieux adaptées au bâtiment. Ça peut quand même être envisagé de mettre cette étude, cette méthode réglementaire en plus d'une autre méthode, notamment si vous souhaitez, par exemple, obtenir des niveaux de rénovation, par exemple, proches si vous avez déjà entendu, de BBC rénovation, de choses comme ça. Donc, c'est ce calcul-là qui permettra de valider ou non l'atteinte de ces objectifs. Ensuite, vous avez donc une simulation dite statique, donc qui est assez bien adaptée pour les audits énergétiques.
qui est moins précise que la troisième méthode, mais qui est suffisante en fait pour les audits énergétiques. Donc là, le principe, c'est qu'on simule, le bureau d'études simule les déperditions complètes du bâtiment, du ou des bâtiments, et puis on applique en fait la rigueur climatique, donc c'est les degrés jaunifiés dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Donc en fait, on applique cette rigueur qui représente le froid, on va dire, sur l'année complète. Donc il n'y a pas d'évolution au fil de l'eau, et c'est un petit peu moins précis, mais c'est suffisant pour l'audit énergétique. Et puis la troisième méthode, c'est la simulation thermique dynamique ou simulation énergétique dynamique. Donc là, c'est une méthode qui est plus précise que la méthode dite statique. Dans le principe, on fait la même chose, on simule le bâtiment de la même façon, de manière un petit peu plus précise quand même. Et puis, on fait vivre en fait le bâtiment tout au long de l'année en recalculant sur des pas de temps très réguliers l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur. Donc cette méthode, elle est plus précise, mais comme je l'ai dit précédemment, le principal enjeu en fait de l'audit énergétique, c'est que l'auditeur arrive à bien comprendre le fonctionnement du bâtiment, et il restera toujours une partie d'hypothèse parce que même si ça a été isolé dans une paroi, on ne va pas forcément aller refaire des trous dans la paroi pour vérifier. Donc on ne sait pas systématiquement si l'isolant a été bien posé ou non, etc. Donc il y a des hypothèses et des approximations qui sont de toute manière présentes dans l'audit énergétique. Et donc, ce n'est pas forcément indispensable d'avoir une méthode de calcul qui soit ultra précise si, à l'origine, on a des hypothèses qui sont trop mauvaises. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à dire, le problème, c'est que si vous orientez déjà sur une des méthodes de simulation, bah, potentiellement, il y a une partie de bureaux d'études ou d'architectes qui ne vont pas pouvoir répondre, alors qu'ils pourraient être très compétents. Alors, si vous laissez libre, ça vous permet d'avoir tout le monde qui puisse répondre selon le cahier des charges. Ah oui, et donc si vous faites ce que je dis, si vous faites une simulation thermique dynamique avec des hypothèses qui sont complètement fausses, eh ben, ce sera un audit qui sera beaucoup plus mauvais que une simulation statique avec des hypothèses plus précises. Et puis par contre, si vous voulez des informations en termes de confort dans le bâtiment, donc souvent on parle de confort d'été, mais ça peut être aussi sur d'autres informations. Là, c'est obligatoire de passer par une simulation thermique dynamique, puisque c'est la seule méthode qui vous permettra d'avoir des informations sur le confort. Ensuite, sur le rapport, l'idée, c'est pas forcément de détailler. Ce qui est des retours que j'ai pu avoir, qui peut poser problème, c'est que dans les rapports, ils soient par exemple trop techniques. C'est-à-dire que en fait, les logiciels permettant de faire les simulations permettent de faire des exports de rapports complets, par exemple. Mais en général, ils sont très compliqués à intégrer par la maîtrise d'ouvrage. Et puis même pour retrouver des éléments dedans, c'est très compliqué. Donc ça peut être intéressant lors de la consultation et même dans le suivi de l'audit énergétique et de la transmission des documents, de bien veiller à ce que ce soit assez clair dans le rapport, qu'il y ait des choses, j'ai tendance à dire, d'avoir un rapport qui soit le plus clair possible avec le moins de chiffres possible, et puis potentiellement en annexe, par exemple, d'avoir le détail de toutes les hypothèses qui ont été prises par le bureau, et puis tous les chiffres, tous les chiffrages, etc. aussi en annexe. Ce qu'il faut aussi obligatoirement, donc en fait, c'est d'avoir le listing des préconisations. Donc on verra un petit peu plus loin aussi, j'ai un petit exemple, mais qui est à vous aussi de pouvoir l'orienter selon vos souhaits. La présentation de plusieurs scénarios. Donc, dans le cadre actuel, ça semble assez logique d'avoir des scénarios pour le respect du décret tertiaire, donc avec à terme le moins 60% de consommation énergétique. Il peut être aussi intéressant de laisser au bureau d'études la rédaction d'un scénario qui soit le plus logique dans leur sens. Je veux dire par là que parfois, quand on vient essayer de coller absolument à une réglementation, notamment on dit les moins 60%, potentiellement on pourrait avoir
à un moment donné quelque chose qui apporte 48% d'économie d'énergie, et on veut atteindre le moins 50, donc l'auditeur va vous préconiser par exemple des travaux lourds parce qu'il n'y a plus d'autres leviers d'action, alors qu'il y aurait peut-être potentiellement quelque chose de plus logique à faire. Donc ça peut être bien aussi de demander un scénario libre par le bureau d'études. Et puis de bien demander dans le rapport à ce que toutes les hypothèses, comme j'ai dit, et les calculs soient présents. Alors de préférence en annexe, ça évite de surcharger le rapport et la compréhension du rapport. Mais pour moi, c'est important. Notamment l'idée quand même de l'audit énergétique, si vous le faites sur votre patrimoine complet. Ensuite, donc on l'a vu sur les grandes entreprises, normalement la mise à jour, elle doit être faite tous les 4 ans. Quand il n'y a pas d'obligation, vous pouvez bien sûr le prolonger. L'idée, c'est potentiellement, en fait, la mise à jour, elle peut être faite, en tout cas partiellement, par la maîtrise d'ouvrage. Si vous avez à chaque fois le prix de l'énergie et le détail des coûts, des estimatifs de coûts, vous pouvez faire une réactualisation en fonction de l'évolution du prix de l'énergie et puis d'une estimation des coûts, qui évite de repasser obligatoirement par un bureau d'études, ou en tout cas de simplifier derrière, si vous changez de bureau d'études aussi, la transmission des informations. Donc, il faut bien veiller à récupérer un maximum de données et d'informations dans l'audit qui est fait. Et puis, l'estimation des subventions qui sont mobilisables aussi sur chaque préconisation. Alors oui, petit exemple rapide, hein, c'est ça pour moi dans l'idée, c'est que vous ayez, c'est un exemple comme ça, mais vraiment des choses qui soient au maximum visuelles et explicitées dans le rapport, et d'éviter d'avoir plein de chiffres et autres, de demander d'avoir des indicateurs sur la performance et l'état, par exemple, de vétusté aussi des parois de l'état des lieux. Voilà, c'est des choses assez simples, mais en tout cas qui sont visuelles et qui sont plus facilement assimilables par tout à chacun. Tout le monde n'est pas forcément sachant quand on restitue ou sur les personnes qui prennent des décisions. Donc ça permet après de pouvoir avoir ces éléments-là et assez simple à intégrer au maximum, en tout cas pour pouvoir les appliquer derrière. Quand on a les répartitions des déperditions, alors ça reste approximatif sur les gains et autres, mais quand on voit par exemple qu'on a 40% sur les menuiseries extérieures, on sait que ça va être un gros levier, c'est très visuel et facilement assimilable. Et puis dans le rapport, ce qui peut être intéressant aussi de demander, en général c'est fait aussi, mais voilà, en tout cas bien veiller à ce que ce soit, c'est d'avoir le positionnement du bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments par rapport à la réglementation, avec l'étiquette énergétique, ou par rapport à des bâtiments avec un usage qui soit similaire à notre bâtiment. Pour ouvrir un petit peu aussi, dans les problématiques, je trouve, des audits énergétiques et sur le fait que derrière, ils sont un petit peu laissés tomber, c'est que souvent, ou en tout cas de temps en temps, les audits sont un peu décorrélés de l'entretien et de l'état des bâtiments actuels, alors que pour moi, je pense que les préconisations, elles doivent être au maximum liées à l'état des bâtiments. Donc là, pour moi, il y a 2 solutions possibles. C'est soit vous avez les compétences en interne dans le bâtiment ou dans l'ensemble d'établissements pour pouvoir estimer un peu des travaux d'entretien basiques qu'il faudra faire quoi qu'il arrive dans le bâtiment. Et donc, vous pouvez estimer ces travaux-là, ou alors ils sont déjà estimés sur les prochaines années. Et ça pourrait être intéressant de le donner aussi au bureau d'études pour qu'ils les intègrent et éventuellement de profiter de besoins d'intervenir sur certaines parois, sur une toiture qui fuit normalement dans les 5 prochaines années, etc., pour les intégrer et donc faire des préconisations qui soient le plus liées possible à d'efficacité énergétique, qui soient liées à l'entretien du bâtiment. Il y a une partie, en tout cas, des actions qui ont des coûts qui sont très importants. Donc, c'est vraiment intéressant d'arriver à coupler des travaux d'entretien avec des travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique. Ce n'est pas toujours fait, malheureusement, même encore maintenant. Parce que aussi, quand on n'est pas prêt et qu'on a besoin d'intervenir en urgence, et souvent on fait comme on peut, on pallie un peu au problème. Donc, si ça a été anticipé avant, à la fois d'un point de vue entretien et à la fois d'un point de vue amélioration de l'efficacité énergétique, ça permet de faire les choses du mieux possible derrière et de mettre en place et de mettre en œuvre des solutions qui soient efficaces.
Et puis l'autre solution, ce serait de demander aussi dans l'audit énergétique. Ça a été par exemple fait pour les copropriétés, où les copropriétés au début ont été obligées de faire des audits énergétiques. Et puis ensuite, il y a eu aussi, pas l'obligation de réaliser, mais en tout cas de présenter le DTG, donc c'est le diagnostic technique global, où là, l'intérêt justement, c'était de coupler la partie entretien avec la partie amélioration de l'efficacité énergétique. Moi, je trouve que c'est quand même une très bonne solution d'avoir en tout cas à la fin ces éléments complets, puisque vraiment, si on préconise, c'est d'ailleurs un peu le problème qu'il y a eu sur les grandes entreprises, où là, il y avait un classement des préconisations uniquement fait sur en tout cas réglementairement uniquement fait sur les temps de retour. Et parfois, ça peut être plus intéressant de faire des travaux qui ont un temps de retour un petit peu plus long, mais parce qu'on a besoin d'intervenir, que de ne pas le faire. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment un enjeu clé à respecter et à essayer de mettre en place, parce que sinon, malheureusement, l'audit est un peu décorrélé de la réalité, ou risque d'être décorrélé de la réalité, et donc de ne pas convenir après à la maîtrise d'ouvrage et de ne pas être utilisé, ce qui est dommage. Donc ça pourrait être intéressant de piocher éventuellement des éléments du DTG copropriété à adapter dans le cahier des charges, si vous faites le cahier des charges vous, ou si vous complétez en repartant par exemple de celui de l'ADEME. Et puis, il faut aussi absolument une ou plusieurs réunions de restitution. À savoir que pour moi, pareil, il faut que dans cette réunion, il y ait absolument les personnes décisionnaires. Donc, s'il y a plusieurs sites avec des directeurs et directrices différentes, il faudrait qu'il y ait une réunion de restitution pour moi par site, par établissement. Et cette réunion va vraiment permettre de pouvoir échanger sur les préconisations qui sont faites, de les détailler et de les expliciter, parce que parfois, il y a des incompréhensions. Un rapport, ça ne peut pas être parfait, donc de prendre le temps d'expliciter un petit peu toutes les actions qui sont listées, de représenter les scénarios, et puis, à la suite de la réunion aussi, d'élaborer en concertation un scénario. Ça, je pense que c'est aussi un point qui est important, justement pour éviter aussi que ce soit décorrélé. Une fois que vous avez je vais présenter rapidement, voilà, l'idée c'est d'avoir un listing un peu toutes les préconisations comme ça, et puis de pouvoir dire d'ajuster en fonction de ce que je prévois, des budgets potentiels que je pourrais avoir, et de faire un scénario en choisissant avec le bureau d'études les actions que vous souhaitez mettre en œuvre d'ici 10-15 ans. Et de faire recalculer ce scénario après la réunion avec le bureau d'études pour avoir en fait le classement final avec l'étiquette énergétique et les gains finaux. Parce que malheureusement, les investissements sont additionnables et cumulables. Quand vous faites une isolation extérieure et que vous remplacez les chaudières, ça fait plus d'un point de vue investissement. Par contre, sur les économies d'énergie, on ne peut pas faire la somme directement. En fait, quand vous faites une première action, vous allez réduire votre consommation, et donc l'action suivante, vous allez réduire son gisement d'économie d'énergie derrière. Donc, vous ne pouvez pas faire la somme directement, donc il faut absolument que le bureau d'études refasse les calculs thermiques en fait, sur cette partie-là. Donc pareil, pour moi, c'est indispensable que ça apparaisse dans le cahier des charges, puisque ça va vous permettre de créer votre scénario qui vous corresponde au mieux derrière pour chaque bâtiment ou pour chaque établissement. Et puis, alors, si j'ai oublié aussi dans le rapport, ce qui peut être intéressant aussi de demander, c'est d'avoir des fiches un peu actions, c'est-à-dire par préconisation, d'avoir vraiment un détail et pas uniquement la liste ici, mais d'avoir un détail de toutes les préconisations avec les temps de retour, les impacts que ça peut avoir, notamment en termes aussi d'entretien, s'il y a un contrat d'entretien d'exploitation qui va être nécessaire lié à cette préconisation-là ou non, et puis d'avoir une priorisation un peu des préconisations. Donc, c'est bien d'avoir des fiches actions comme ça, pour justement, notamment après, si vous reprenez plus tard, 5 ans après le rapport, c'est un petit peu plus détaillé qu'un listing où on sait plus ce qu'on a derrière. Pareil pour les préconisations, ce qui peut être intéressant de demander en annexe, par exemple, c'est de manière assez simple, mais de pouvoir avoir des repérages sur les préconisations qui sont faites. Quand vous avez qu'un seul bâtiment, c'est assez simple, mais si vous êtes sur un site où il y a une dizaine, quinzaine de bâtiments,
voilà, on va mettre par exemple isolation par l'extérieur, mais on ne sait plus duquel, on ne sait pas exactement si c'est toutes les parois ou non. Donc parfois juste un petit schéma qui illustre voilà, l'isolation extérieure. On parle de ces 5 bâtiments-là. Ça peut faciliter ensuite quand on reprend la compréhension et quand on reprend l'étude. Et puis un dernier point aussi oui, qui est très intéressant et qui est quasiment jamais fait de ce que j'ai pu voir, c'est d'avoir un peu le détail des estimations et des préconisations qui sont proposées par l'auditeur. Donc c'est d'avoir un peu, pareil, de manière assez succincte, hein, ça reste succinct, mais d'avoir quand même ces informations-là sur les surfaces qui sont prises. Donc là, pour l'isolation extérieure, on a 1650 mètres carrés de tel équipement sur la surface qui a été intégrée dans l'estimatif. Voilà, donc c'est de récupérer ces éléments-là, éventuellement avec les prix après qui ont été pris en compte par le bureau d'études. Mais pareil, derrière, si vous voulez remettre à jour des choses ou comparer ou donner ces éléments après maîtrisables, ça permet d'avoir quand même une première chose, des premiers éléments. Sur les limites de la prestation, donc on a vu très rapidement, donc l'audit énergétique, c'est un outil d'aide à la décision. Donc en fait, tout ce qui va être proposé, ça reste une approximation quand même. On n'est pas, donc il n'y a pas parfois ce qui est demandé, mais il n'y a pas de garantie de résultat sur les gains énergétiques derrière, par exemple. Les estimations de travaux qui sont faites, elles sont faites en général par des ratios. Donc ça reste plus ou moins approximatif. Je n'ai pas d'autres idées que de bouche à oreille sur la qualité des estimatifs travaux. Je ne sais pas si David après apportera peut-être quelques éléments. Et en général, les estimatifs n'intègrent pas toutes les prestations annexes. C'est vraiment le prix, les estimations du coût de travaux. Donc derrière, il faut rajouter en général s'il y a du désamiantage, les frais de maîtrise d'œuvre, de diagnostic amiante, etc. Tous les frais qui peuvent être liés. Ça ne remplace pas non plus la réalisation d'un DPE, donc c'est pas la même mission. Donc vous êtes quand même soumis au DPE derrière, même si vous réalisez l'audit énergétique. En sachant que cette mission de DPE, elle peut être couplée aussi à l'audit énergétique, puisqu'il y a des logiciels qui font la correspondance un peu entre la partie audit et DPE en rajoutant quelques compléments. Donc ça pourrait être mis en option, notamment par exemple dans la mission ou si vous avez besoin de mettre à jour. Et donc, comme j'avais dit, la mise à jour de l'audit derrière, elle n'est pas forcément aisée. Donc, vous avez un peu deux solutions. C'est soit de redemander au même bureau d'études de refaire la mise à jour. Donc, souvent, ils ont les éléments. Donc, ça permet de faire une mise à jour avec un tarif un peu plus intéressant. Par contre, pour la mise en concurrence avec d'autres, c'est quand même pas l'idéal. Et donc, plus vous aurez d'informations et plus vous pourrez récupérer les données et hypothèses, ça permettra justement de potentiellement changer de bureau d'études derrière. Ou de le faire en interne si c'est juste une mise à jour. Donc, ça peut être intéressant d'avoir vraiment récupéré le maximum d'informations. Et puis, comme je l'avais dit rapidement, ce n'est pas une étude de faisabilité, donc potentiellement, malheureusement, hein, j'ai envie de dire, mais si vous prévoyez par exemple des travaux importants, on va dire de création d'un mini réseau de chaleur, l'audit énergétique suffira sûrement pas à lancer tout de suite après les travaux. Ils pourront donner quand même des premiers éléments, mais il faudra sûrement compléter en fait l'audit énergétique par des études qui peuvent être plus approfondies. Donc ça va vraiment dépendre de chaque préconisation et de chaque contexte qui va être fait. Je ne l'ai pas dit, mais dans le cahier des charges, ce qui peut aussi être intéressant, c'est si vous avez un projet déjà à un endroit, je sais pas, vous vous posez vraiment la question, comme je l'ai dit là, par exemple, de la création d'un petit réseau de chaleur sur un site où il y a eu 5-6 bâtiments et que pour l'instant, chacun a sa production. Ça peut être intéressant de le mettre dans le cahier des charges, à étudier par le bureau d'études. Au moins, vous êtes sûr que dans l'audit, il se sera intégré et puis qu'ils pourront donner des éléments dessus. Alors que si vous ne le mettez pas, potentiellement derrière, ce ne sera peut-être pas bien pris en compte. Donc, pas hésiter à mettre ce que vous souhaitez qu'il soit étudié. Ce ne sera pas tout, hein. Bien sûr, il y aura d'autres éléments en plus faits par l'auditeur, mais ça peut être des pistes pour l'auditeur. Et puis, un petit peu pour ouvrir et puis pour rappeler, vous avez donc, dans le cas actuel, ça semble quand même assez intéressant dans l'audit énergétique de prévoir les scénarios liés au décret tertiaire pour pouvoir le respecter. Il peut aussi être intéressant d'intégrer dans le cahier des charges et puis dans la mission d'audit énergétique d'autres
décrets qui sont sortis, donc notamment le décret BAC, c'est sur l'installation de GTB, donc qui peuvent être estimés dans l'audit énergétique. Les installations d'ombrières photovoltaïques, pareil, qui peuvent être intégrées dedans. C'est un plus que je mets aussi dans un autre point, c'est sur l'analyse de cycle de vie. L'enjeu quand même global de l'audit énergétique, c'est de réduire son impact environnemental, c'est ce dont on a déjà parlé précédemment. Pour l'instant, ce n'est pas du tout intégré en audit énergétique, c'est quelque chose que l'on fait justement maintenant dans les bâtiments neufs. Donc l'enjeu de l'analyse de cycle de vie, c'est de ne pas regarder uniquement les économies que l'on va faire sur l'utilisation de l'équipement ou du bâtiment. C'est-à-dire que si on fait une isolation extérieure, par exemple, sur le bâtiment, on va effectivement gagner sur les consommations de chauffage. Par contre, on va avoir eu besoin d'énergie pour l'installation de l'isolant et aussi pour la démolition ensuite. Donc ça, l'analyse de cycle de vie prend l'intégralité en fait des émissions, ou estime en tout cas l'intégralité des émissions. Donc, ça permet vraiment d'avoir un bilan complet sur la préconisation. Sur son impact environnemental. C'est assez intéressant, notamment en fait, si vous souhaitez mettre en œuvre vraiment être dans une démarche de réduction de l'impact environnemental et pour comparer par exemple des types d'isolants différents. Oui, effectivement, en général, la laine de bois, c'est mieux que le polystyrène, mais c'est quand même mieux quand on a des éléments. Est-ce que ça a un impact vraiment important ou non dans ce cas-là sur cette préconisation? Donc, c'est très peu fait à l'heure actuelle sur les audits énergétiques, à ma connaissance en tout cas, mais ça peut être une piste quand même pour, au moins sur un bâtiment peut-être qu'on souhaiterait faire d'une manière exemplaire, voir ce qui pourrait être fait dessus. Par contre, ça oblige à utiliser des logiciels plutôt de simulation thermique dynamique, c'est eux qui intègrent cette analyse de cycle de vie. Et puis aussi, possiblement, vous pouvez demander des scénarios plus ambitieux, notamment par exemple sur du passif, très rapidement, où le principe, c'est de dire j'isole davantage encore mon bâtiment que quelque chose un peu de classique. L'intérêt, c'est que ça me permet de réduire mon investissement après sur les équipements et systèmes dans le bâtiment. Et en fait, le surcoût d'isolation est compensé par le fait que j'économise un peu sur les systèmes. Voilà, il y a possibilité d'avoir d'autres scénarios après en fonction de chacun. Ensuite, donc un point sur le confort d'été qui est souvent une problématique importante aussi dans les bâtiments, qui va l'être de plus en plus. C'est pas forcément le plus simple à intégrer dans la phase d'audit énergétique. Donc c'est clair qu'en général, vous n'aurez pas forcément si vous restez sur un audit classique, il n'y a pas forcément de préconisation en termes de confort d'été. Si vous souhaitez des éléments dessus, comme je l'ai dit, c'est obligatoirement une simulation thermique dynamique pour avoir des éléments sur le confort. Et par contre, ça vous permet d'avoir des préconisations qui ne vont pas forcément impacter à l'origine les consommations énergétiques. Dans un audit classique, en fait, les préconisations elles vont surtout être liées à des économies d'énergie en face. Alors que si vous mettez par exemple de la végétalisation devant, ça n'apportera pas forcément d'économie directement ou assez peu. Par contre, vous pourrez aussi améliorer le confort. Et donc, ça peut être intéressant quand même d'avoir ces éléments-là. Ça peut aussi être intéressant si vous avez un inconfort déjà présent important dans un bâtiment, en sachant qu'en général, quand on isole, on va vers une progression, une amélioration du confort, mais ce n'est pas toujours le cas, et notamment sur des étapes un peu intermédiaires, vous pouvez dégrader encore le confort par rapport à avant. Donc, ça peut rester intéressant. Ça permet d'anticiper un peu aussi l'évolution quand même des températures futures. On sait qu'on va plutôt sur une augmentation, donc encore une dégradation du confort dans les bâtiments. Donc ça permet aussi quand même de voir l'évolution et notamment d'appliquer des scénarios de caniculaires, etc. Donc qui permettent d'anticiper un peu ces problématiques-là. Ça reste un enjeu quand même qui est important puisque si on s'y intéresse pas du tout dans des projets, le risque c'est que ça devienne un peu inconfortable, que le bâtiment devienne inconfortable et puis qu'on termine par l'installation de blocs clim monoblocs, qui est un peu quand même ce qui est à éviter en termes de consommation et environnementale. Donc c'est toujours ce qui est un peu délicat, c'est compliqué de l'intégrer quand même dans l'audit énergétique. Parce qu'il y a quand même, ça rajoute un coût certain quand même à la mission. Ça pourrait être intéressant de le mettre en option à la rigueur dans le cahier des charges pour pouvoir voir ce que ça représente et si c'est intéressant ou non.
on pourrait aussi, plutôt que d'aller et d'avoir en termes de confort comme ça, aussi faire confiance un peu au bureau d'études qui, eux, ont quand même un petit peu l'habitude normalement de faire ces études-là et qui préconisent des travaux qui permettent d'améliorer justement le confort d'été. Donc, ça peut être par exemple de donner un chiffrage, une estimation de brise soleil orientable, ou de choses comme ça, ou de végétalisation, sans forcément avoir les éléments derrière, mais au moins de pouvoir les intégrer après dans une rénovation plus lourde dans le bâtiment, au moins d'avoir les budgets, et puis de faire l'étude de confort d'été dans l'étude de maîtrise d'œuvre dans un temps un peu plus lointain. Et puis, alors très rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça dépendra si vous le mettez ou non. Il y a un peu, on va dire, deux solutions distinctes pour le confort d'été. Donc la première, ce qui est généralement proposé, c'est d'avoir juste un nombre, de regarder le nombre d'heures au-dessus d'une certaine température. Mais en fait, ce n'est pas forcément représentatif du confort. C'est le plus simple en général à estimer, et c'est des fois ce qui est mis dans les cahiers des charges, mais ce n'est pas forcément le plus représentatif. Et sinon, après, il y a d'autres, donc les diagrammes qui sont là, mais je pense que voilà, vous prendrez le temps une autre fois, je ne vais pas la redétailler ici, qui permettent, par contre, ces diagrammes d'avoir une vision un peu plus précise du confort vraiment ressenti par les personnes. Et un petit rappel très rapide des différents points importants. Se baser sur le cahier des charges de l'audit énergétique ADEME, qui est quand même assez complet. Par contre, ce qui est plutôt constaté, d'ailleurs ce qu'a déjà un peu dit David, c'est que en général, même le contenu du cahier des charges ADEME n'est pas forcément appliqué dans sa totalité. Donc il faut absolument veiller à ce que ce qu'on mette dans le cahier des charges, que ce soit celui de l'ADEME ou non, ce soit bien remis après par le prestataire, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc il faut prévoir quand même du temps là-dessus. D'ajouter aussi, si vous avez des problématiques ou des spécificités dans votre établissement, de les mettre dans le cahier des charges. De rajouter aussi les différents décrets tertiaires BACS si ça ne l'est pas, ou en tout cas de compléter si vous avez des besoins. Ce qui peut aussi être fait, dont je n'ai pas parlé, c'est dans le cahier des charges, si vous le faites vous, ou même après, il y a deux choses. Donc, parfois, il peut y avoir même des rapports des exemples de rapports types que vous trouvez intéressants ou que vous avez peut-être déjà eu. Ça peut être bien de mettre des bouts de rapport pour dire, voilà, on veut quelque chose de cette façon-là un petit peu. Ou des documents. Il arrive parfois qu'il y ait des classeurs Excel où une espèce d'ouvrage demande au bureau d'études ou architecte de remplir le tableur Excel, ou ça peut être fait après en interne, avec du coup tous les différents éléments qu'on souhaite dans le tableur. Donc ça peut être intéressant pour pouvoir l'exploiter derrière, toujours pareil, hein, dans le but de pouvoir utiliser les éléments qui sont donnés. Et puis de demander, alors ça après ça dépend de la façon dont vous consultez, si vous passez par un groupement ou non, mais de demander aussi le détail des heures prévues par étape. Ça peut être pas mal pour avoir un peu une vision sur le sérieux du prestataire que vous consultez. Et puis je vais laisser David terminer la présentation. Oui, pour que vous puissiez trouver un prestataire pour réaliser ces audits énergétiques, il y a donc l'OPQIBI, donc c'est un organisme qui gère la qualification de l'ingénierie, parce que ce sont des métiers qui ne sont pas forcément réglementés, hein, l'ingénierie. Donc il y a cette démarche de qualification qui a été mise en place, avec en fonction des études, des missions qui sont prévues, une qualification pour l'audit énergétique. On peut avoir une qualification pour les études d'installation solaire thermique, par exemple. Donc, vous retrouverez sur ce site des informations sur la qualification déjà. Je ne vais pas la détailler aujourd'hui, c'est pas l'objet. En sachant que Pôle Énergie, on a un webinaire dédié sur l'OPQIBI que je penserai à vous transmettre. Et donc, dans cet annuaire, vous avez le lien, vous retrouverez donc par région les prestataires qui peuvent répondre, en tout cas qui sont qualifiés sur l'audit énergétique des bâtiments. Vous avez aussi d'autres, si tu peux du coup, Romain, passer à la diapo suivante. On retrouve aussi des offres de centrales d'achat sur des prestations énergie ou transition énergétique. Alors c'est multiple, hein, il n'y a pas que l'audit énergétique, mais on a généralement quand même des offres sur ce type d'études.
Alors qui peuvent être intéressantes ou pas financièrement, on le verra après dans la diapo suivante, mais ça dépend bien sûr de la configuration des sites. Disons que ça facilite dans le cas de marché public la consultation, puisque là on est sur généralement des marchés à bon de commande avec d'une durée généralement de 4 ans, et le cahier des charges est déjà bien calé par la centrale d'achat. Le prestataire est retenu. Généralement, ce sont des groupes nationaux qui interviennent ou des groupements de bureaux d'études. On a le cas aussi qui interviennent avec un porteur, un mandataire principal au niveau national qui est la porte d'entrée, et puis ensuite un réseau de bureaux d'études qui peuvent répondre à moins de 200 km de votre établissement. Donc, on a plusieurs formules. Je dirais que là, le gros atout, c'est la contractualisation et consultation, quoi. Voilà, vous n'avez pas à monter un marché pour ce type de prestation. À savoir que sur certains sites, on le verra aussi après, il y a pas forcément l'obligation de passer par un MAPA, puisqu'on est en dessous de 40 000 euros hors taxe pour des audits. Ça dépend de la taille enfin voilà, de votre site et des prestations qui seront demandées. Du coup, Romain, je te propose de passer à la slide suivante sur les coûts d'un audit. J'ai pu récupérer, en accompagnant quand même pas mal d'établissements de la région, un certain nombre de devis, bureaux d'études. Alors, que ce soit pour des audits énergétiques de bâtiments sur la base du cahier des charges ADEME, on est quand même à peu près les mêmes références, la même commande. On a parfois des commandes des missions complémentaires, tu en parlais Romain, sur notamment des simulations thermiques dynamiques sur certaines zones d'inconfort thermique, pour avoir quand même une idée des températures atteintes ou je dirais de la durée d'inconfort dans les bâtiments. Alors c'est vrai qu'on était plutôt sur le notion de température, c'est pas génial, mais ça donne quand même un peu une idée. Et puis parfois des missions complémentaires de remplir la plateforme Opéra pour répondre aux décrets tertiaires, quoi. Donc bon, bon normalement, j'ai réussi à sortir une moyenne. On est à peu près, alors là c'est multi-site ou pas, taille de site très différente, mais une moyenne globale d'1,75 € hors taxe par mètre carré sur la base d'une douzaine d'offres. On est à 1,50 €, voire moins pour du patrimoine multisite. Multisite, en gros, je vous ai donné un exemple, un établissement sur un département, donc sur des communes différentes, quoi. Donc ce qui génère aussi quand même un peu de déplacement du prestataire, mais on a un maître d'ouvrage unique qui va consolider les documents. Donc c'est quand même plutôt pratique d'être sur aussi ce principe-là. Là, en sachant que les deux groupements d'établissements médico-sociaux publics handicapés, notamment, là, ont lancé l'audit sur la quasi-totalité de leur patrimoine. Voilà. L'idée, c'était d'avoir une vision globale en disant, voilà, j'ai tel et tel site avec tel bâtiment et les travaux engagés, combien ça coûte, et de pouvoir faire un PPI multi-site. C'était l'intérêt pour ces maîtres d'ouvrage. On a des écarts qui peuvent être importants, comme je vous disais, en fonction du nombre de sites, mais aussi de la taille des sites. Des infos, Romain en a parlé, qui sont existantes. S'il n'y a pas de plan, c'est tout de suite, ça va alourdir la phase état des lieux. Donc, on aura des coûts supplémentaires. Euh, Ce qui peut jouer aussi, c'est le bureau d'études et l'estimation du temps prévu. C'est indispensable, Romain l'a rappelé, que le bureau d'études chiffre bien sur la phase d'état des lieux, temps d'heure, tel coût unitaire. Alors généralement, les coûts unitaires les coûts jours de bureau d'études, on est autour de entre 650 et 1000 € hors taxe le jour, quoi, hein. Donc ça peut être variable aussi, suivant les charges de structure. Euh, donc on a des écarts aussi qui peuvent être importants. On a eu le cas sur notamment centrale d'achat, sur un centre hospitalier en Bourgogne, où là on était sur des coûts qui étaient à 3 € hors taxe du mètre carré, parce qu'en fait on est sur des bordereaux de prix en fonction une fourchette de surface de bâtiment. Là il y avait 7 bâtiments sur ce site. Et donc en fait la construction du prix elle est un peu mal faite, parce qu'il y a eu un cumul 7 fois, comme si vous disiez 7 fois un chiffrage d'audit, donc cumulé on arrivait à des sommes astronomiques. Donc pour le coup là le montage économique est pas pertinent, et c'était finalement plus intéressant de faire une consultation classique
auprès de 3 prestataires différents. Et d'ailleurs, on était en tout de 40 000, alors qu'avec la centrale d'achat, on était à plus de 40 000. Donc voilà. Donc, finalement, le fait de consulter en région des BE, c'était moins cher. Et alors, ça demande de rédiger un cahier des charges et tout ça, mais c'est quand même, il y avait un sacré écart, quoi. Et puis donc pour les groupements d'établissements médico-sociaux, donc comme je disais, oui, on est aussi en dehors des questions de la centrale d'achat, mais j'ai quand même pu voir des offres qui allaient d'1,50 € à 2,50 € du mètre carré. Donc là, on était sur un patrimoine de plus de 50 000 mètres carrés, donc ça fait quand même un delta, comme vous pouvez le constater, de presque 60 000 euros. Donc c'est pas rien. Donc ça vaut le coup quand même de faire 3-4 demandes de devis. En accompagnant aussi des établissements, alors, Romain, tu l'as précisé, c'est bien réunion de lancement, même ne serait-ce qu'à la phase consultation. On avait reçu 4 bureaux d'études en visio pour échanger sur le cahier des charges et éventuellement demander une V2 au niveau de leur chiffrage, quoi. Parce que certains, effectivement, avaient plus ou moins compris le niveau d'ambition ou les attentes de l'établissement. Donc, je trouve que c'est pas mal de prévoir un petit entretien avec les prestataires qui ont remis une première offre. Voilà, et donc diapo suivante, un autre constat, une autre observation. J'ai vu des offres de bureaux d'études aussi avec des grilles prix en fonction de la taille des sites. Bah, c'est un peu comme pour les centrales d'achat finalement, où là on avait par site et pas par bâtiment ce type d'offres. Donc ça fait un peu catalogue, c'est sûr. Hein, c'est pas, on va dire que c'est une offre négociée au niveau national comme on a pu le faire sur une plateforme de suivi énergétique. Donc mais voilà, ça peut permettre en coin de table de rapidement voilà, voir combien coûterait un audit énergétique. Pour vous donner une idée, pour un EHPAD ou un bâtiment, un établissement type hôpital local, sur des surfaces avec 5-6 000 mètres carrés, on est entre 6 et 9 000 euros, quoi. Ça dépend, voilà, bien sûr, de tous les éléments que je vous ai indiqués précédemment. Voilà, autre point, ça peut être la question sur les aides financières. Bah, il effectivement pas enfin effectivement, il y a pas d'aide spécifique. Il y en a eu par le passé côté ADEME. Il y a beaucoup d'audits qui ont été réalisés. Et il n'y a pas eu d'effet derrière ou ça n'a pas été suivi. Donc beaucoup d'argent public dépensé depuis 15 ans sur le financement d'audit. Donc l'ADEME retire petit à petit ses financements sur le bâtiment, le secteur bâtiment, au profit plutôt de d'autres secteurs, notamment les énergies renouvelables, l'économie circulaire, etc. On peut, à la marge, sur certains établissements associatifs, solliciter ponctuellement la région, mais c'est vraiment à la marge. Je ne fais pas une grosse pub parce que si toutes les structures médico-sociales de Bourgogne-Franche-Comté associatives demandaient une aide à l'audit, on consommerait tous les crédits région. Donc, c'est pas, en tout cas, de ce service-là à la région. Donc, mais voilà, au cas par cas et pour les établissements notamment qui sont lauréats de notre Académie Risette, on peut trouver un petit peu d'aide. En sachant que ces audits-là, clairement, c'est de la non-dépense ou de la meilleure dépense, donc il y a une économie quand même. Donc pour moi, voilà, c'est à intégrer dans votre prix, dans votre projet. Je vais juste compléter, Romain, parce qu'il est déjà midi 10, je vais pas trop m'étendre. Donc ce que tu disais sur le contenu de l'audit, euh, il y a aussi l'analyse financière en coût global, qui est généralement demandée dans le cahier des charges d'EDEME. Vérifiez bien ce point-là, parce que c'est pas toujours présenté en coût global, c'est simplement en temps de retour brut. Moi, je trouve que c'est un peu idiot. L'idée, c'est quand même de pouvoir avoir des projections financières, même si on reste sur des hypothèses de coût de l'énergie, etc. Mais je pense que c'est important d'avoir plutôt cette analyse économique en respectant finalement ce cahier des charges ADEME. De passer un peu de temps quand même à analyser l'offre du bureau d'études et de mettre en face votre cahier des charges et puis de pointer là où il y a des écarts. C'est vraiment important. Vaut mieux effectivement, vu le montant de ces audits, ça dépend de la taille de votre patrimoine, mais passer un petit peu de temps à l'analyse des offres et puis comme je vous le disais, de prévoir un entretien. Et puis, je pense que tu le préciseras, Romain, il y a la différence entre SED et STD. C'était indiqué dans ton diapo. Je pense que ça peut être intéressant d'en reparler. Et puis aussi, aujourd'hui, donc on a vu la prise en compte du confort d'été, donc avec des missions complémentaires. Chose aussi qui pour nous est important au niveau du programme Reset, et c'est là où c'est un peu compliqué encore à écrire dans un cahier des charges, c'est
comment prendre en compte la qualité d'air intérieur au moment où on fait des travaux, donc de pouvoir concilier les enjeux énergétiques, les enjeux sanitaires. On a prévu d'ailleurs le 14 juin à Beaune une mini-conférence sur le sujet, mais voilà, c'est des points qui peuvent être importants. Alors aujourd'hui, tout n'est pas calé au niveau réglementaire, mais voilà, à minima, de peut-être indiquer dans votre cahier des charges qu'il y a une attention particulière sur le volet qualité d'air intérieur. Donc on peut avoir aussi des premières préco qui, voilà, n'entraînent pas une dégradation de la qualité d'air intérieur et du confort thermique. Pour moi, c'est vraiment important. Voilà, je vais arrêter là, je suis bavard. Romain, je te propose qu'on active notre caméra, qu'on réponde Oui, aux questions, hein, si ça te va. bien sûr. Alors, j'espère en tout cas que vous avez appris des choses. Alors, au niveau de la discussion, on va voir s'il y a quelques questions qui sont arrivées. Donc, je vous ai fait parvenir quelques docs, hein, cahier des charges ADEME, etc. Alors, donc on a une question. Pourriez-vous me donner votre avis concernant les missions spécifiques pour lesquelles nous sommes censés solliciter dans le cadre des C2E et d'autres spécifiques à coût zéro pour des points singuliers? Alors, je pense que c'est lié à soit de l'AMO dans le cadre de travaux d'isolation de points singuliers ou d'isolation de plancher bas. Mission Oui. spécifique. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Je sais pas, Romain, ou alors si vous voulez préciser. Oui, alors je pense que c'est ça. C'est vrai que alors parfois, alors, des retours que j'ai moi, après, si je comprends bien la question, c'est que on a des personnes qui veulent valoriser les C2E et qui disent faire un audit énergétique dans le cas, enfin, avant de faire les isolations, mais ça correspond pas du tout à la mission d'audit énergétique comme on l'entend. Ça reste du très basique. C'est plus un état des lieux en fait des parties qui les intéressent. Donc ça va être sur les points spécifiques, des isolations à 0 euros, donc sur les combles, etc., le calorifugé, mais pas un audit énergétique complet comme on l'entend. Hmm. Alors, il y a une précision sur certaines régions, il peut y avoir des aides de la NFH. Je ne savais pas du tout sur les audits énergétiques. Je l'ai pas précisé, mais il y a aussi voilà, dans les tuyaux, quelques départements qui se posent la question de comment soutenir les établissements dans leur démarche et réfléchissent peut-être à un dispositif d'aide aux audits, mais ça reste voilà, dans les réflexions. Donc, il y a, sur la partie financement, effectivement, il y a peut-être des différences d'un territoire à un autre, quoi. Après, il y a aussi des programmes C2E spécifiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il peut y avoir des aides aussi à des postes de conseillers, plus de l'audit. Donc, c'est des choses qui vont peut-être être relancées. C'est pas simple à monter comme programme, enfin, alors, pour répondre, mais il y a des petites choses aussi. Après, je pense que vous pouvez aussi vous regrouper entre structures et négocier auprès d'un bureau d'études, hein. Enfin, moi, j'ai déjà pu mettre en place ce type de démarche de commande groupée. Donc, ça peut être intéressant. Une question sur nous devons faire réaliser un DPE en termes de recherche de prestataires, les coûts. Romain, du coup, sur les prestataires, j'aurais tendance à envoyer vers le PQIBI aussi. Oui, ils doivent être recensés, oui. Normalement, sur l'annuaire, vous le retrouvez. Et au niveau des Les coûts, missions de DPE, elles sont très codifiées, etc. Alors, des ouais. retours que j'ai, il n'y a pas forcément des écarts de coûts non plus hyper importants. Donc, après, faire juste quelques devis qui permettent quand même de comparer et de bien sélectionner, mais il n'y a pas d'écart de prestations trop important. Sur le DPE, je pense qu'il y a une liste des diagnostiqueurs. Sur les sites du ministère de la Transition écologique, à mon avis, vous retrouverez euh, très certainement là. Je regarde sur l'annuaire au PQIBI, comme c'est pas pour le coup, là, c'est des prestations d'ingénierie pas réglementées, donc on retrouve pas forcément la liste des PE là. Je vois diagnostic audit, je vérifie sur les rubriques. En même temps, je fais la démarche. Si, on a quand même des diagnostics qualité d'air intérieur, audit CO2. Non, on n'a pas de DPE dans les sous-rubriques. Je regarde en même temps sur l'annuaire au PQIBI. Enfin, vous pouvez faire aussi la démarche en live. Donc, ouais. Mutualiser les audits avec d'autres établissements. Bah voilà, c'était, je m'en parlais, j'avais pas vu la question qui était posée. Oui, enfin, ça peut se faire, hein. Des collectivités le font via des syndicats d'énergie, hein. Donc,
c'est tout à fait envisageable de convenir d'un cahier des charges, de le travailler ensemble, et puis après, effectivement, de pouvoir avoir peut-être des missions complémentaires. C'est vrai qu'il y a des missions communes, puis des missions un peu spécifiques. Enfin, je sais pas, Romain, comment tu pourrais envisager les choses, toi qui travailles à l'échelle d'un groupement, mais Oui, oui, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des marchés à bon de commande ou des choses comme ça, de fait, justement, pour pouvoir sélectionner, basé après sur un même cahier des charges, mais il faut les mêmes attentes derrière quand même, donc, qui n'est pas toujours simple. Il faut quand même s'entendre avec les personnes avant sur la qualité un peu du rendu ou le contenu du rendu pour avoir des choses qui soient, enfin, si on veut avoir la même chose. oui. Oui, là, aujourd'hui, ça dépend de si vous êtes déjà adhérent à un groupement ou pas. Si c'est pas le cas, si vous êtes effectivement plus isolé, entre guillemets, autonome ou indépendant, effectivement, ça, c'est peut-être moins évident. Ça dépend si, vos relations actuelles avec d'autres EHPAD. Mais voilà, ça peut être dans les discussions et je pense que c'est intéressant, hein. Enfin, Mm. pour ramener effectivement à un bureau d'études un marché avec, je sais pas, 50 jours de travail, enfin, ça peut, pour lui être intéressant dans la négociation de dire, OK, je vous fais effectivement une proposition adaptée, quoi, hein. Enfin, Mm, faut être mm. clair, hein. Ça lui évite commercialement d'aller chercher tout de suite d'autres marchés. Donc c'est plutôt quelque chose à encourager. C'est un peu de temps de prépa de votre côté, mais en même temps, je trouve que la démarche est intéressante. Voilà. Au moins sur des missions de base. Sur le référencement des BE sur le site de l'ADEME, il ne me semble pas qu'il y ait de référencement sur les entreprises sur l'ADEME. C'est plutôt, comme l'a dit David, quoi, sur l'OPQIBI qui, mine de rien, quand même certifie une certaine qualité, en tout cas un contenu de l'audit qui est proche en fait du cahier des charges ADEME, hein. Enfin, c'est réglementaire. Donc voilà, s'ils font une prestation classique, normalement, ils ont quelque chose qui est assez proche. Euh, Ouais, tout à J'ai fait. pas connaissance après pour après avoir d'autres que l'OPQIBI ou. Non, après la démarche, moi, pour ceux qui deviennent membres du réseau, hein, on a fait une liste un peu de la liste, mais là, on pourra vous transmettre si vous souhaitez des quelques coordonnées. Mais certains BE, d'ailleurs, ne sont pas au PQIBI et sont des très très bons auditeurs énergétiques. Après, c'est une démarche Ah, de c'est leur part ça. de se dire, je vais pas payer une qualif. Après, il Je, faut s'assurer des références pro et puis de vérifier aussi quand même peut-être les diplômes du bureau d'études. Enfin, nous, vous verrez dans le cahier des charges ADEME, c'est quand même bien précisé, le CV, etc., quoi. Donc, ouais. Enfin, pour le dire, moi j'avais fait la certification au PQEBI, je l'ai faite 2 fois. C'est quand même très lourd sur certains points, pas si importants, pas du tout lourd sur d'autres qui pour moi sont importants, comme je disais, sur l'adéquation un peu des préconisations vis-à-vis de l'entretien des bâtiments et autres. Donc ça assure quand même une certaine qualité du bureau d'études, mais c'est pas parce que le bureau d'études n'est pas au PQI ou autre qu'il n'est pas forcément compétent. Donc voilà. on a une question là sur revenir sur les prestations préconisées dans l'audit qui ne sont pas obligatoires. Euh, Exemple, plan de comptage. On n'en a pas parlé de ça, mais du plan de comptage. Oui. Euh, En fait, oui. Alors c'est vrai que le plan de comptage, je pense pas que ce soit forcément toujours bien inclus non plus dedans. Donc c'est vrai qu'on n'a pas parlé. Ça peut être intéressant d'inclure des choses comme ça dans le cahier des charges, pareil, dans la consultation. Ouais. Des éléments dessus, effectivement. C'est une bonne remarque. Ça peut être une mission complémentaire. En se disant, bah, j'ai un prestataire qui est déjà sur place, qui analyse nos données et je lui confie moi la partie audit et Mm. recommandations. C'est vrai. En sachant que c'est vrai que, pareil, j'ai dit beaucoup de choses en option à chaque fois ou des choses qu'on peut mettre dedans. C'est pas toujours forcément simple après de trouver un prestataire qui ait les bonnes compétences dans tous les domaines. Mine de Mm. rien, dans l'audit, l'intérêt et l'enjeu, c'est quand même d'avoir des personnes qui seront moins précises, on va dire, qu'un maître d'œuvre ou des choses comme ça. Par contre, qui ait quand même une vision et des conséquences sur le bâti global quand même assez large.
Donc après, plus on rajoute des choses, on sait que c'est pas forcément, à un moment donné, on peut pas être compétent à fond dans le plan de comptage IPMVP et dans l'installation de photovoltaïque ou de pompe à chaleur, etc. Donc, si on met trop de choses après pour le bureau d'études, on n'est pas forcément toujours sûr d'avoir quand même quelqu'un. Ils vont peut-être répondre et du coup, on aura quelque chose qui sera peut-être pas si bien. Donc, effectivement, le mettre en option et puis bien veiller à ce que les compétences soient présentes, ça peut être une bonne solution. Oui, c'est ça. On a souvent ce cas d'ailleurs, c'est comment on rédige, est-ce qu'on met X mission ou pas. Après, c'est sélectif, hein, c'est-à-dire que vous aurez que les gros bureaux d'études de tout corps d'État qui vont répondre ou qui ont multi-qualification. Il y en a aussi en région, hein, je dis pas, mais il y en a quand même moins. Et puis après, effectivement, on peut se poser la question de saucissonner entre guillemets. C'est pas du saucissonnage, mais de se dire la mission photovoltaïque, elle a peut-être pas trop d'incidence sur l'audit énergétique. On peut la mener en parallèle, voilà, ce qui permet de travailler un peu différemment. Et donc c'est ça. Enfin, je veux dire, un peu au cas par cas, vous pouvez faire un peu de sourcing, hein. Moi, sur un hôpital, là, je vais appeler quelques bureaux d'études pour voir aussi quel est notre cahier des charges, pour qu'ils puissent potentiellement aussi voir. Donc, je pense que ça peut être intéressant d'avoir des échanges préalables avec quelques bureaux d'études. Euh, c'est autorisé, hein, enfin, de pouvoir avoir quelque chose qui soit quand même pas à côté de la plaque. Et voilà, comme tu disais, Romain, c'est vrai que la multiplicité fait que ça peut être. Voilà. Mais par contre, il y a des choses qu'il faut lancer peut-être en même temps, et c'est vrai que c'est intéressant. Voilà. C'est une très bonne question en tout cas. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Certains seront à Beaune, ce qui est très bien. Je vous encourage à venir. Et voilà, je pense oui qu'on a à peu près répondu à toutes les questions. Ce qu'on fera, on vous enverra bien sûr les infos, les replays, etc. Merci Il y a beaucoup, une Romain. personne Ouais. qui Ouais. demandait si la présentation serait disponible et téléchargeable. Oui, oui. Oui, il sera sur notre site internet d'ici quelques jours, hein, le temps qu'avec mes collègues on mette ça en ligne. Euh, donc pas de souci, hein, ce sera bien sûr diffusé. Euh, et puis voilà, je te remercie beaucoup, Romain, d'avoir passé un petit temps de travail, de mise en page voilà, des préconisations du contenu. Je pense Ben, vraiment merci intéressant David pour et tout le monde. puis merci à tous. J'espère que voilà, vous pourrez tirer quelques éléments de tout ça. Bonne journée et à très vite. Bonne journée, au Au revoir. revoir.